se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture 2024, mais surtout mes coups de cœur 2024. Bonjour, moi c'est Nathalie et avant tout, je vous souhaite une très belle année 2025. Ayant commencé depuis peu les chroniques lecture, je vais vous parler de livres que je n'ai pas encore chroniqués en fait sur la chaîne, mais c'est pas grave, peut-être le ferai-je plus tard, nous verrons. Il y a 3 catégories dans ces coups de cœur. Il y a une catégorie romance, une catégorie polar et une catégorie, pour le coup, dystopie. Je ne sais pas si c'est concrètement une catégorie, mais c'est en tout cas le type de lecture qui a eu ce coup de cœur. Je suis moi-même plusieurs booktubeuses, et d'ailleurs ce qui m'a donné envie de me mettre moi aussi à chroniquer certaines de mes lectures, puisque je lis relativement beaucoup. Après, tout dépend des critères de chacun, bien évidemment. Et donc l'une d'entre elles a parlé à plusieurs reprises d'un certain Nicolas Begley, que je ne connaissais pas. Cette booktubeuse étant fan de polar nordique, Nicolas Begley s'inscrivait donc dans ce type de roman qu'elle aime énormément. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'elle propose. Elle publie pratiquement tous les jours des chroniques lecture. Il s'agit de Triple L de Mag, donc Magdalena. Et souvent, j'avoue, ces lectures m'inspirent. C'est donc grâce à Magdalena que j'ai découvert Nicolas Begley. Et à force de l'entendre en parler et l'encenser, je me suis dit, mais Nathalie, tu dois lire au moins un roman de Nicolas Begley. Et donc, si vous avez vu certaines de mes précédentes vidéos, vous savez que je vais parfois à la recyclerie qui n'est pas très loin de chez moi et qui a une section livres. Et donc, le hasard a voulu que, à un moment donné, il y ait plusieurs livres de cet auteur. Alors forcément, je me suis dit, écoute Nathalie, c'est l'occasion ou jamais de tester à moindre frais, si je puis dire, parce que nous sommes bien d'accord qu'un livre coûte relativement cher. Après voilà, c'est comme ça. Mais j'essaye de faire en sorte de ne pas trop dépenser et d'acheter d'occasion ou alors en poche. Mais même les poches deviennent relativement chères aujourd'hui. Donc soit je vais voir les boîtes à livres, soit je vais donc à la recyclerie et puis parfois sur les sites où on peut acheter des livres d'occasion. Et puis quand même parfois j'achète des livres neufs, mais j'avoue que c'est quand même plus rare parce que, voilà, comme je vous disais, ça a un coût. Bref, donc j'ai eu cette opportunité et j'ai donc acheté Le Cri donc de Nicolas Begley. Je vais remettre la photo à l'endroit, rassurez-vous. Donc s'agissant d'une trilogie, je ne sais pas trop si je dois vous en parler vraiment. Toutefois, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gostad, je suppose que c'est comme ça que ça se dit, dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Alors ce livre, je l'ai, mais alors juste dévoré. Je ne vais pas vous en parler davantage, puisqu'il y a donc des suites. En réalité, c'est plus une suite par rapport au personnage de Sarah Geringen, que l'on suit à travers 3 enquêtes. Ça se passe en Norvège, je ne l'avais pas encore précisé. Tout de suite, on est dans une ambiance... Je voyais très bien le film dans ma tête, en fait. Et je ne sais pas s'ils ont été portés à l'écran, mais franchement, ça pourrait faire des films super sympas. Bon, après, certes, qui font un peu peur. Bon. Donc après avoir lu celui-ci, je me suis dit, mais bon, j'ai beaucoup aimé, voyons la suite. Et donc, je me suis procuré Complot. Donc là, comme je vous le disais, c'est plus une suite dans le sens où on suit Sarah Geringen, donc l'inspectrice. Ce n'est pas une suite de l'autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Du moins, de l'enquête. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait lire les livres dans n'importe quel ordre. Après, c'est mieux quand même, ne serait-ce que par rapport à ce fil conducteur, de les suivre dans l'ordre. Pour celui-ci, donc Complot, j'avoue que jusqu'au dernier moment, je me suis vraiment fait avoir. Et en fait, je crois que c'est ce qui nous attrape, c'est ce qui nous cueille, c'est ce qui rend ce livre haletant. Et parce qu'en fait, on veut connaître la fin. Et
Et on se dit, oui, ça y est, allez, on suit Sarah, on se dit, allez, tu vas trouver, tu vas résoudre l'enquête, tu vas trouver le meurtrier, puisque ben, forcément, là aussi, il y a eu un, voire plusieurs meurtres. Ici, oui, alors nous sommes toujours en Norvège, hein, et là, c'est donc la première ministre qui est assassinée, et en fait, on se retrouve pris dans une sorte de, alors, je vais pas dire secte, mais en tout cas, c'est quelque chose qui y ressemble fortement. Le thème nous touche d'autant plus que nous sommes des femmes, en tant que lectrices, mais je ne vais pas vous en dire plus. Eh bien non, ce serait pas marrant. Il faut que vous le lisiez. Je vais vous lire malgré tout la 4e de couverture, et j'espère que ça va vous donner envie de le lire, parce que vraiment, vous ne le regretterez pas. Jusqu'au dernier moment, je vous assure, peut-être pas la dernière page, mais jusqu'au quasiment dernier chapitre, il me semble, eh bien en fait, il y a, alors certains disent un switch, je ne sais pas si c'est le terme réellement employé, mais bon, bref, parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment, on pense que ça y est, Sarah a réussi à déjouer le complot. On pense que tout est terminé, et en fait, on se dit, ah, non, c'est pas vrai. Et si. Pour le coup, j'adore parce qu'en fait, on se pose plein de questions. Et c'est pour ça que là, je n'ai pas pu attendre et j'ai acheté tout de suite le 3e. Pour le coup, là, je l'ai fait venir donc d'occasion sur la FNAC, il me semble. Parce que là, on sait que donc on va suivre l'histoire de Sarah. Donc même si l'enquête est terminée. Et on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Je pense que je vous en ai déjà dit un petit peu trop. Mais voilà, franchement, c'est... Enfin, on adore, quoi. Lire un livre qui vous surprend jusqu'à la fin. Je trouve ça génial, quoi. Et donc, le dernier de la trilogie, c'est L'île du diable. Alors là, pareil, hein, je vais vous mettre la photo à l'endroit. Et là, donc, c'est une autre enquête qui... Alors, je ne peux pas vous dire le début, puisque sinon, bah, vous comprendrez la fin du second roman. Mais donc, ici, on se retrouve avec une enquête qui touche de près Sarah Geringen, puisqu'il s'agit de l'assassinat de son père. Et donc, avec ce livre, on va s'approcher d'un pan de l'histoire de la Russie qui fait un petit peu froid dans le dos, je l'avoue. Donc, comme j'avais entendu déjà que c'était vraiment un livre qui prenait aux tripes et qu'il fallait bien s'accrocher, puisque j'avais lu d'autres critiques que celle de Magdalena, je m'étais préparée, et heureusement. Parce que forcément, dès lors qu'on sait que ça touche l'histoire, eh bien ça fait encore plus peur. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais ça s'est passé, quoi. Ok, c'est une histoire. Là, c'est une enquête imaginée. Mais c'est replacé dans un contexte qui a existé. Donc oui, ça fait froid dans le dos. Bref, en tout cas, c'est ce qui a fait que ces 3 romans, du coup, ont été de vrais coups de cœur. J'ai adoré découvrir Nicolas Beuglet. Je me suis retenue de ne pas acheter ses autres romans. J'ai d'autres livres à lire, mais je pense que je vais craquer, clairement. J'adore alterner les histoires, alors les thrillers, les histoires un petit peu noires, et les lectures un petit peu plus légères, les romans, enfin voilà, avec un goût quand même très prononcé pour tout ce qui est thriller, polar. Voilà, donc là, c'était... en plus, là, il y a tout ce que j'aime, puisque on va au-delà du polar, des enquêtes. On suit donc Sarah dans sa vie privée, donc il y a un peu de romance, pas beaucoup, mais malgré tout, en fil rouge. Et ça, c'est super. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait vraiment le bon polar, le livre qu'on a envie de lire du début à la fin, forcément. Mais dès lors qu'on ouvre la première page, ben, en fait, on n'a plus envie de le lâcher, on a envie de lire la suite. Et en fait, quand la dernière page, et en fait, donc, quand on ferme la dernière page, juste envie de se dire waouh. Bon, alors, est-ce qu'il a sorti un autre roman déjà que j'aille l'acheter? Donc voilà, c'était donc mon premier coup de cœur qui était donc une trilogie. Mon deuxième coup de cœur, c'est donc une autre trilogie, une dystopie. Et donc dans cette histoire, on va se retrouver bien des années plus tard, après qu'un événement ait éclaté sur la planète et que les hommes aient été obligés de vivre sous terre.
Vous en avez forcément entendu parler. C'est une série qui a été diffusée il y a peu à la télévision, donc il s'agit de Silo. Voilà. Et donc oui, j'ai lu la trilogie parce qu'en fait, on m'avait parlé de cette série bien avant qu'elle passe à la télé. On avait regardé donc la première saison et on avait, mais alors je dis on parce que là c'était mon mari, ma fille et moi donc, mais on a adoré cette série, déjà par le thème, parce que c'est un futur possible. J'adore ce genre de thème, tous ces scénarios plus ou moins catastrophes. Oui, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'adore ça. Bon, après, je pense que je ne suis pas la seule, parce que sinon, ce genre de livres ou de films ne remporterait pas les succès qu'ils peuvent avoir. Hein. Je pense notamment au jour d'après, à d'autres films comme celui-là. Et donc, après avoir vu la saison 1 de la série, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas rester là, je veux connaître la fin, en fait. Donc, j'ai regardé sur la Fnac, hein, c'est souvent là où j'achète mes livres, je suis désolée, je ne suis pas sponsorisée. Et donc j'ai commandé d'entrée la trilogie. Voilà, là j'ai pas cherché à savoir si j'allais aimer ou pas, donc je sais que je vais aimer, donc j'ai commandé la trilogie. Et alors, ça a été très très compliqué de ne pas les lire à la suite. Bon d'ailleurs en fait, c'est quand même ce que j'ai fait du deuxième au troisième. Après le premier, j'ai essayé de lire un autre livre plus léger, mais en fait, voilà, je me suis dépêchée de le lire pour pouvoir terminer en fait la série. L'avantage de ce livre, enfin de ces livres, c'est que forcément, on va plus loin que dans la série télévisée. Mais surtout, et là, donc c'est pour ça que là, pareil, je vais pas pouvoir tout vous dire puisque on sait que la saison 3 va être diffusée. Et ayant vu la saison 1, je sais aussi qu'il y a donc des changements par rapport au livre. Alors ça, je ne supporte pas, faut le dire. Parce qu'en fait, un des héros du tome 1, il se fait tuer dans la saison 1 de la série. Et donc la saison 1 correspond à la première partie du tome 1. Donc autant vous dire qu'ils le font mourir quand même assez tôt. Et puis donc forcément des petites choses comme ça qui me gênent un petit peu. Mais bon, globalement, on s'y retrouve quand même. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne connaissent pas la série, je vais vous lire la quatrième de couverture du premier tome, mais je ne vais pas vous lire les autres du coup, parce que je ne vais pas vous spoiler. Donc, dans un monde post-apocalyptique, quelques milliers de survivants occupent un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo où l'air est toxique. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran géant. Mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors. Et alors là, eh bien forcément, tout est possible. On envisage tout, et ça c'est génial. Et du coup, au fil de la lecture, celui qu'on croyait méchant finalement n'est peut-être pas si méchant, celui qui est gentil, qui paraît gentil, n'est peut-être pas si gentil, enfin tout ce qu'on adore quoi. Tout est mélangé, ben voilà quoi. C'est ce qui fait un bon roman. Après, ce sont de bons pavés. Hein. Celui-là, il fait 739 pages. Et la plupart, à part le dernier, me semble-t-il, oui voilà, le deuxième en fait 740 et le troisième en fait 500. 540. Donc ça reste des bons pavés, mais qui se lisent tellement vite parce que bon, bah pareil, quoi, on a envie de savoir ce qui se passe. Et ce qui est bien, c'est qu'on, pareil, quoi, on suit plusieurs personnages, leur évolution. Enfin, je peux pas tout dire. Bon, c'est terrible hein, parce qu'en fait, chroniquer un livre, c'est vraiment un exercice de style parce que bah, moi, en fait, j'ai envie de tout dire et en fait, du coup, j'ai l'impression de rien dire. Mais c'est compliqué parce que voilà, quand on a aimé, on a envie de partager. Et en plus, j'étais doublement frustrée parce que je ne pouvais pas en parler à mon mari et à ma fille parce que ils suivent la série également, donc et, ben, ils veulent pas être spoilés. Mais donc voilà, si vous aimez si vous aimez ce genre de lecture post-apocalyptique avec des héros attachants, mais un petit peu trouble hein, quand même, parce que comme je vous dis, en fait, il n'y a aucun personnage complètement lisse, complètement blanc, voilà.
c'est comme dans la vie, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous recommande donc cette trilogie de Hugo Way. Vraiment. On en arrive donc à la dernière catégorie. En fait, je pourrais presque dire que c'est une trilogie. Évidemment, ce n'en est pas une, puisque ce sont 3 auteurs différents. Et en fait, je les ai lus parce que j'avais lu celui d'avant. Je vous explique. Le premier, c'est donc celui de Melissa d'Acosta, que j'avais donc depuis un bon moment, 1 ou 2 ans, je ne sais plus, que j'ai chroniqué. Véritable découverte. Coup de cœur, donc puisqu'il est dans cette vidéo coup de cœur. J'entendais parler depuis tellement longtemps de Melissa d'Acosta, et son dernier livre étant sorti, je me suis dit, il faut absolument que je lise au moins celui que j'ai acheté, donc qui se trouve être son premier roman. Et là, si vous vous souvenez, je vous invite à aller voir ma vidéo qui lui est dédiée. Et pareil, c'est un bon pavé, puisqu'il a 838 pages quand même. Mais, comme je le disais, c'est un roman. J'ai tellement aimé, j'avais envie de ne plus le lâcher. Et en même temps, je ne voulais pas le terminer trop vite parce que je voulais rester avec les personnages tellement ils sont attachants, tellement on n'a pas envie de les voir partir. On a envie de rester avec eux. Et puis c'est tellement émouvant, c'est... Oui, bah, j'avoue, j'ai versé ma petite larme. Bon, il paraît que je pleure facilement, que voulez-vous. Mais là, non, je pense qu'on ne peut pas rester insensible à l'écriture de Melissa d'Acosta. Je ne vais pas revenir dessus puisque je l'avais chroniqué. Mais donc on suit Émile, un jeune homme qui vient d'être diagnostiqué Alzheimer précoce. Et voilà, on est emporté avec lui dans un tourbillon et c'est juste waouh, tellement émouvant, tellement prenant, tellement. Et je vous rassure, on rit aussi quand même, hein, et même parfois on sourit. Enfin voilà, c'est une écriture comme on les aime, quoi. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai adoré ce livre. Mon deuxième coup de cœur, c'est donc celui de Françoise Cordier-Bresson. Je l'ai également chroniqué. C'est une auteure que j'avais rencontrée lors d'un salon. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis retrouvée dans une ambiance un peu similaire à Melissa d'Acosta. Là, on suit une jeune femme qui se remet difficilement de la mort de son mari. Et puis, donc son chemin vers la guérison grâce à d'autres personnes. On s'attache à l'héroïne, au héros, en fait, puisqu'on s'attache à elle, mais bien sûr à tous ces personnages qui lui viennent en aide. Et puis voilà, ouais, on a envie d'être avec eux, de les rencontrer, de les connaître. Ils sont. Enfin voilà. C'est un roman qui m'avait bouleversée. C'était un premier roman. Et vraiment, j'ai hâte de lire son prochain. Et puis ensuite, ce livre donc de Françoise Cordier-Bresson, donc Un battement de cœur après l'autre, oui, je ne sais même plus si je vous l'ai présenté. Et donc ce livre de Françoise Cordier-Bresson était coup de cœur de Raphaël Giordano. Sauf que voilà, je n'avais jamais lu de livre de cet auteur. Et le hasard a fait que dans la recyclerie où je vais, le premier roman, me semble-t-il, il me semble que c'est le premier roman de Raphaël Giordano, était mis en vente également. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, je l'ai acheté. Et alors là, alors vous connaissez peut-être, c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là, je vais vous lire la 4e de couverture puisque je ne l'ai pas chroniquée. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Un livre, mais alors, qui fait du bien, comme les 2 autres. En fait, en lisant ce livre, je pensais souvent à L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment des livres, je dirais, un peu initiatiques. Et ça fait tellement de bien. En fait, on se dit, moi aussi, en fait, je veux trouver mon routinologue. Les personnages, pareil, sont tellement attachants, c'est tellement émouvant, et puis on rit, hein, forcément, hein, parce que l'humour est quand même souvent très présent, et en fait, on a toutes ces émotions, et pareil, quoi, en fait, on prend le livre, on commence la première page, et en fait, on n'a juste pas envie de le lâcher, et donc on le lit jusqu'à la fin. Ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, puisque je l'ai lu en une nuit.
Moi, je l'ai commencé en début de soirée, je l'ai fini en milieu de nuit. Donc, je n'aurai rien à ajouter, si ce n'est, si vous ne l'avez pas lu, mais qu'attendez-vous? C'était donc mes coups de cœur 2024. Nous repartons pour 2025 avec une chronique lecture par mois, peut-être deux, je ne sais pas encore, ou peut-être une chronique par mois et un live. Oui, j'y pense de plus en plus. Je faisais des lives sur Instagram sur un autre sujet puisque je ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Je me dis que pourquoi pas des live lectures, ça pourrait être très sympa. Ça nous permettrait d'échanger sur nos coups de cœur, sur nos lectures du moment, ce qu'on en pense, quels conseils lecture on pourrait faire. À méditer donc. Ah, et j'oubliais, je ne vais pas faire la chronique de ce livre tout de suite, mais je viens de recevoir un livre de la part d'une maison d'édition. C'est donc ma première collaboration avec une maison d'édition. Je suis trop contente. Voilà. Vous verrez ça d'ici quelques semaines, hein, parce que je pense que ce sera ma prochaine chronique. Et donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Je vous remercie de la regarder, de me regarder, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu et puis de laisser un commentaire. Dites-moi quels sont vos coups de cœur cette année, par exemple. Voilà, ça pourrait peut-être me donner des idées. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan 2024 et plus précisément le Vision Board 2025. À la semaine prochaine.